Soula, viens Louis, viens, on va modérer à 12. Professeur Jouven, pour la partie 2 qu'on fait dans la foulée, pour gagner encore un petit peu de temps, qui va nous parler de la recherche sur la mort subite, 10 ans de progrès. Alors merci beaucoup déjà d'avoir organisé cette journée où il y a plein de justement de différents horizons. Et moi, je fais partie effectivement de ceux qui ont combattu la mort subite depuis très tôt. Et ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a des nouvelles idées, des nouveaux intervenants, des nouveaux défibrillateur, des nouvelles associations. Bref, c'est un immense plaisir parce que quand on a commencé il y a 30 ans, on était très très peu. Et donc, on a travaillé beaucoup sur l'amélioration de la prise en charge préhospitalier. Là, maintenant, effectivement, on a rejoint à peu près, en tout cas sur Paris et la Petite Couronne, on a rejoint les chiffres de Seattle, qui est la mecque de la mort subite. Ils ont commencé en 1970. En ce qui concerne le taux de massage cardiaque, on est 75% de massage cardiaque. On est à 30% de défibrillation précoce. Et pourtant, bien qu'on ait les mêmes chiffres que Seattle, à la sortie, effectivement, Seattle, ils ont 20% de survie. Et nous, en Ile-de-France, on a un peu moins de 10% de survie. Donc il y a aussi effectivement des choses à l'intérieur de l'hôpital en conjonction avec le préhospitalier qu'il va falloir faire. Mais effectivement, tous les combats qu'on a menés tous ensemble pour la prise en charge, l'amélioration de la prise en charge qui vous ont été décrits de manière soit positive, soit effectivement plus amusante aussi par Fred, mais pas forcément que amusante dans les résultats. Évidemment, il y a un autre point. Il y a un autre point, une autre manière de lutter contre la mort subite qui est essayer de l'éviter. Et on a vu les difficultés de la prise en charge au domicile. Ouais, effectivement, on a vu les difficultés de prise en charge. Comment faire pour identifier les gens qui sont à risque de mort subite? Donc, le centre d'expertise de la mort subite de Paris, vous le connaissez, hein, ça a commencé en 2010. Et le but à cette époque-là, c'était de faire travailler tout le monde, tous les gens qui travaillaient dans le domaine de la mort subite, en préhospitalier, et également donc pompiers, SAMU, réanimateurs, urgentistes, cardiologues, parce que chaque étage pensait qu'il n'y avait que cet étage qui travaillait et travaillait séparément des autres étages. Et donc, c'était la raison pour laquelle on avait créé ce centre d'expertise de la mort subite. Et alors, ça vous a été montré. Donc, on récupère tous les arrêts cardiaques de manière exhaustive qui surviennent sur Paris et Petite Couronne. Donc, on fait de la prévention, de l'expertise, de l'enseignement, de la recherche. Et on en a plus de 50 000 maintenant qu'on analyse. Donc, c'est 10% de la population française, mais peut-être Éloi vous a présenté ça là, ce matin. Donc, dès qu'il y a une sortie, on récupère la fiche d'intervention des pompiers. On récupère ensuite, dans les 4 SAMU, on récupère la fiche d'intervention du SAMU. S'il y a des discordances, on retourne dans les 3 principales casernes ou dans les 4 SAMU. Ça nous prend à peu près 1 an d'analyse qualité pour être sûr de nos cas. On récupère également les fiches d'hospitalisation quand les gens sont hospitalisés, parce qu'effectivement, c'est à peu près un tiers qui est hospitalisé en réanimation, et on récupère aussi les comptes rendus d'hospitalisation en cardiologie, on suit les survivants. Bref, voilà, ça c'était l'approche. On a un énorme souci quand on travaille sur la mort subite, et c'est celui-ci. Et c'est une difficulté qui est considérée comme étant un peu insurmontable. C'est le double triangle de Meyerbourg, qui déjà, vous voyez, ça date d'un certain temps. Il avait bien dit, regardez, bah oui, vous êtes très forts les médecins, parce que vous savez à peu près, et on sait à peu près, en tant que médecin, identifier qui est très à risque de faire une mort subite. C'est quelqu'un qui a une mauvaise fraction d'éjection ventriculaire gauche, qui a déjà fait un infarctus, qui a de l'hyperstabilité ventriculaire. Très bien, ceux-là, même si on leur mettait des défibrillateurs, regardez, on n'en sauverait qu'un tout petit peu. Pourquoi? Parce que les gens qui sont très à risque de mort subite ne représentent qu'un tout petit peu du nombre total de gens qui vont décéder de mort subite. La plupart des gens qui décèdent de mort subite, ils viennent à peu près de la population générale. Comment faire pour les identifier? Et ça, on a tourné autour du pot depuis très longtemps. Alors moi j'avais effectivement, vous voyez le titre, déjà énormément espéré, prédire la mort subite en population générale. Et à l'époque on avait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on demandait tout simplement, alors c'est une étude l'enquête prospective parisienne numéro 1, recrutement, dans les années 1970, on a suivi des 7000 sujets sains, préfecture de police de Paris, pendant 25 ans. Et vous voyez que ceux qui déclaraient à l'entrée dans l'étude des sujets sains qu'ils avaient un des 2 parents qui faisait une mort subite, eh bien, vous voyez que finalement, ils avaient un risque de décéder de mort subite multiplié par 2, ou alors si les 2 parents avaient fait une mort subite, c'est rare, par 10.
Et donc, les sujets mouraient à peu près de la même cause, à peu près au même âge. Et là, ça a lancé énormément d'études génétiques et on s'est dit, c'est extraordinaire, on va peut-être trouver, alors les Américains ont eu très peur que les Français trouvent le gène de la mort subite, parce qu'à ce moment-là, on avait une certaine naïveté en termes de génétique, et je vous assure que c'est vrai. Hein. Et nous, on avait continué, et effectivement, on avait vu quelque chose de très intéressant, puisqu'on se doute bien qu'il y a quelque chose au niveau du système nerveux autonome, l'équilibre entre le système adrénergique et le système vagal, hein, le système d'accélérateur et le système de frein. Et on avait déjà regardé, vous voyez, que ceux qui, à l'entrée dans l'étude, donc ils étaient complètement sains, ils avaient une fréquence cardiaque plus élevée, ils mouraient plus pendant les 25 ans de survie. Alors, ils mouraient plus de mort subite, mais ils mourraient plus aussi d'autres types de mortalité. Donc, on s'est dit, OK, c'est le frein, le système vagal qui ne marche pas bien, et donc, c'est déjà un indicateur. Mais il faut aller plus loin parce que ce n'est pas spécifique. Alors, on a regardé le comportement de la fréquence cardiaque à l'effort. Et à l'effort, c'est exactement le contraire de ce qu'on attendait. C'est-à-dire que c'est ceux qui ne montent pas assez leur fréquence cardiaque à l'effort qui sont plus à risque de mort subite en bleu, alors que ceux qui montent bien leur fréquence cardiaque à l'effort, eux, ils sont relativement protégés. Donc là, c'est le système adrénergique qui ne va pas bien. Donc et là, on commence à s'exciter en disant, ça y est, on est en train de s'approcher, de pouvoir identifier les gens qui sont très à risque de mort subite avant qu'ils aient fait une mort subite, simplement en décelant des anomalies du système nerveux autonome. Mais ça marchait très très bien en population, vous le voyez, mais sur un individu donné, ça marchait beaucoup moins bien. Alors, on n'a pas été les seuls, hein, d'autres équipes américaines ont travaillé sur aussi des registres d'excellente facture. Et vous voyez ici une publication sur Harrick et Sieches, qui sont deux études très sérieuses de registres américains. Et vous voyez qu'ils ont fabriqué un algorithme de risque pour la mort subite. Et vous voyez, avec les coefficients qui sont devant chaque variable, vous voyez les variables qui sont listées, c'est des variables cardiovasculaires relativement classiques. Et tout ça, c'était en analyse univariée. Ils ont mis tout ça dans un modèle de prédiction de la mort subite en multivarié. Et là, regardez, ça fait pas mal. Parce que si vous regardez la ligne C statistique pour la mort subite, vous voyez que ça fait 0, alors je ne sais pas où elle est par là, c'est un peu décalé, mais ça fait 0,81, c'est pas mal. C'est pas mal dans Harrick, un peu moins bien dans Sieches. Donc, c'est pas mal. Mais quand vous regardez la prédiction de la mort subite, de la mort non subite, la mort cardiaque mais non subite, en fait, zut, ça fait la même chose. C'est-à-dire que le modèle, soi-disant spécifique pour prédire la mort subite, prédit exactement la mort non subite. Ah zut, alors, bon, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, ça veut dire qu'il faut aller plus loin. Et à ce moment-là, il fallait peut-être rajouter des marqueurs électriques, de dysfonctionnement électrique, de fonctionnement du cœur. Et donc, c'est ce qui a été fait en rajoutant ce qui a été appelé l'hétérogénéité électrique. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement des anomalies de l'électrocardiogramme. Ils ont regardé les électrocardiogrammes de gens qui allaient faire une mort subite et ils ont comparé à des électrocardiogrammes de gens qui n'allaient pas faire une mort subite. Ils ont pris, vous voyez, une dizaine de marqueurs comme ça, et ils les ont injectés dans le modèle de prédiction. Et là, eh bien, vous voyez que finalement, et là c'est la ligne C statistique du bas, vous voyez que en fait, le modèle de prédiction avec les anomalies de l'ECG, eh ben, ça ne fait pas mieux que la prédiction sans ECG. Donc au niveau international, on était très déçus. On avait beaucoup espéré, et on voit bien qu'on atteignait un plafond dans la prédiction. Et donc on s'est dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a eu des essais avec l'intelligence artificielle. Là, c'est un essai très récent. Hein, vous voyez que c'est 31 décembre 2024, en fait, la fin de l'étude, hein, qui était prévue, mais elle a débuté en 2020. 23 millions étaient dépensés par l'Europe pour faire une étude. Ils nous ont demandé aussi, avec tous les gros registres internationaux, toutes les plus grosses études, et ils ont donné ces données justement à une équipe anglaise qui est très forte en intelligence artificielle. Et en fait, la conclusion, c'est que aucun des 4 modèles d'intelligence artificielle n'arrivait à prédire la mort subite mieux que la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Donc là, c'était très décevant aussi. Mais en fait, nous, on s'était dit, OK, si on n'y arrive pas, c'est peut-être que, en fait, peut-être qu'on ne se pose pas bien la bonne question. Peut-être que tout ce qu'on vous a présenté
tout ce que nous avons accepté comme urgentiste, réanimateur, cardiologue, peut-être que ce n'est pas exactement ça la vérité. Peut-être qu'il faut accepter de ne pas savoir et de remettre en question, ok, la cardiopathie ischémique, la coronaire qui se bouche, le patient qui passe en fibrillation ventriculaire, ou alors les canalopathies, le modèle du QT long, voilà, tout ça, est-ce que finalement, c'est ça la vérité? Nous, on s'obstine à vouloir faire rentrer la vérité dans un modèle cardiovasculaire où finalement, un événement cardiovasculaire final, une fibrillation ventriculaire ou un arrêt cardiaque, ok, c'est cardiovasculaire. Mais est-ce que c'est forcément expliqué que par des facteurs cardiovasculaires? Et si on se pose la question comme ça, on se dit peut-être que non. Peut-être qu'il faut accepter de ne pas savoir, et à ce moment-là, on dit ok, je ne sais plus grand-chose, je vais avoir une approche maintenant agnostique, et je vais travailler cette fois-ci en acceptant toutes et tous les marqueurs. Et donc, il y a plus de 10 ans maintenant, en 2013, j'avais demandé aux données à l'assurance maladie, et en plus de tout ce qui survient après l'arrêt cardiaque, de récupérer les données de la Caisse nationale d'assurance maladie avant la survenue de l'arrêt cardiaque. 2 ans et demi de demande, vous savez, avec la CNIL, c'est très long, etc. Finalement, on obtient l'autorisation d'avoir les données, on analyse les données, et là, stupeur, ça paraît très intéressant. Donc, on a redemandé à ce moment-là des données pour avoir un deuxième set, cette fois-ci de 2016 à 2020. Simplement, travailler sur les données de santé, on a une chance incroyable en France, simplement 7700 fichiers. Donc, on a 350 000 individus, 300 000 contrôles, 50 000 arrêts cardiaques. On a à peu près 5, 10, 15 ans de données, 10 000 variables par jour, parce que si vous prenez tous les médicaments, tous les examens et tous les diagnostics hospitaliers, ça fait 10 000 variables. On a 10 000 variables par jour potentielles, plus toutes les combinaisons qu'il peut y avoir sur 10 000 fois 365 fois 10, 15. Voilà. Plus toutes les combinaisons. Ça fait des données énormes et il nous a fallu beaucoup de travail, ingénieurs et médecins, pour mettre ces fichiers ensemble, pour les nettoyer, pour les chaîner, pour les analyser. C'est des données non structurées. Et c'est le plus difficile. L'intelligence artificielle, elle sait bien analyser le jeu d'échecs, le jeu de Go. C'est beaucoup plus difficile d'analyser des données non structurées. Et vous voyez que voilà, les chiffres sont énormes, puisqu'on a 21 millions de diagnostics, 40 millions d'examens, 220 millions de médicaments. Et alors c'est une des plus grosses bases de données qui est hébergée à Polytechnique, avec des systèmes de sécurité au maximum, les 6 niveaux de sécurité maximum. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a désanonymisé les cas d'arrêt cardiaque qu'on avait sur le centre d'expertise mort subite, on les a chaînés avec les données des médicaments, des examens et des diagnostics. Et en résumé, si vous voulez, on a considéré que chaque individu, eh bien, on regardait son jumeau numérique composé de quoi ? Eh bien, de ce qu'il y a sur votre carte vitale. Vous avez été faire des lunettes, vous avez été en consultation parce que vous avez eu mal au dos, vous avez fait une radio de je ne sais pas quoi, vous êtes fracturé la cheville, voilà. Tout ça, c'est votre histoire. Plus on est jeune, moins on a d'histoire, généralement, et plus on est âgé, plus on a d'histoire. D'accord ? Finalement, tout ça, ça existe. Ça existe en France, c'est fait pour le remboursement de l'assurance maladie, mais quelque part, ça fait un peu une trace, une histoire médicale que vous avez eue. Et c'est en considérant ce jumeau numérique qu'on a commencé à avoir des grosses difficultés. Ça s'appelle une heatmap. Vous avez tout ça, c'est des individus qui ont fait des morts subites, et vous avez ici des variables, certaines variables. En jaune, c'est quand elles sont positivement associées au risque de mort subite. En violet, quand elles sont protectrices, négativement associées au risque de mort subite. Vous voyez qu'il y en a qui sont vraiment jaunes, d'autres vraiment violettes, d'autres un peu rouges, mais surtout, vous avez certaines variables qui sont parfois jaunes, chez certains individus, parfois violets. Et là, ça pose un énorme problème pour les statistiques classiques, parce qu'une statistique classique, elle dit, voilà, si vous fumez, vous avez un sur-risque de faire une mortalité de multiplié par 3. Voilà. Et le tabac, c'est pour tout le monde, et le 3, c'est pour tout le monde aussi. Mais si vous dites, ah ben non, le tabac, il protège parfois, mais parfois, non, mais ça, ce médicament, mais non, on peut pas changer le signe, donc les statistiques classiques sont un peu dépassées, parce que c'est plus complexe
que les statistiques classiques ne peuvent l'envisager. Et puis surtout, c'est surtout ça qui est très très impressionnant. Vous avez ici une autre heatmap, vous avez ici la survenue de la mort subite, et ici les diagnostics hospitaliers qu'il y a des années avant la survenue de la mort subite. Alors vous voyez que pour à peu près 15% des individus, il y a quand même de plus en plus de diagnostics hospitaliers. C'est-à-dire que ceux-là, ils sont rentrés dans notre radar de médecins. On les a vus à l'hôpital, on a fait des examens, on a recommencé. Alors peut-être qu'on a raté, peut-être qu'on n'a pas su tout à fait identifier que c'était le risque de mort subite, peut-être qu'ils étaient coronariens. Bref, en tout cas, ils étaient dans le radar. Mais alors ceux-là, regardez ce qu'ils ont, il n'y a rien. Comment un esprit médical, comment un œil de médecin pourrait identifier des gens à risque quand il n'y a quasiment rien? C'est du microsignal. Nous, on ne sait pas ça, identifier du microsignal et le combiner comme ça sur des années. Et c'est là l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est d'aller chercher du microsignal et d'essayer de le combiner pour essayer de fabriquer des trajectoires. Et en fait, si vous voulez, on a comparé des cas de mort subite à des cas contrôle. Alors, on avait plusieurs groupes contrôle, des sujets sains, des infarctus du myocarde, des insuffisances cardiaques. Et on a commencé à travailler dessus, alors avec des ingénieurs, NSAE, c'est l'école d'application statistique de Polytechnique, mais les ingénieurs, ils se trompent aussi. Parfois, ils nous donnaient « Ah, voilà, c'est ça ». On dit « Ben non, c'est faux ». Ils me disent « Ben non, les mathématiques, ça ne se trompe pas ». Je dis « Ben oui, mais les gens que tu me décris n'existent pas ». Les morts subites, là, le groupe, ça n'existe pas. Alors on recommençait. Ah ben oui, on s'est trompé dans la ligne de code, voilà. Donc c'est les deux, c'est ingénieurs et médecins dans l'équipe qui ont travaillé ensemble. On a fait des approches standards, on a quand même validé nos résultats. Tous nos résultats qu'on obtient avec l'intelligence artificielle, on les valide 4 ans après, et on les valide par une régression logistique. Et on a construit comme ça des modèles de prédiction de mort subite avec les groupes là, que je vous citais, les groupes contrôle. Et donc, on a eu une cohorte de validation temporelle qui est comme je vous disais, c'est toujours sur Paris, mais au lieu d'être de 2011 à 2016, c'est 2016 à 2020. On a vu, avec ce qu'on avait fabriqué entre 2011 et 2016, combien on arrivait à prédire de mort subite prospectivement entre 2016 et 2020. Et puis, on a aussi voulu travailler sur un système de santé complètement différent, qui sont les États-Unis. Parce qu'en France, on a quand même tout est centralisé. Aux États-Unis, c'est complètement différent. Donc, je vais souvent à Seattle, on a travaillé sur les données de Seattle, et c'est une validation géographique comparée à la validation temporelle. Et vous voyez que les résultats sont ici, ils sont extrêmement prometteurs, puisque vous avez ici notre modèle de risque en déciles, donc voilà ce que nous on calcule, et voilà le nombre absolu. Et puis les barres, c'est les vrais cas de mort subite selon les déciles de prédiction. Vous voyez que plus notre modèle prédit un risque élevé de mort subite, plus le nombre véritable de morts subites progresse. Et surtout, il est très très élevé quand les gens qui sont identifiés avec plus de 90% de risque de faire de mort subite. Et là, ce qui est très très intéressant, c'est que ça représente 24% des morts subites. Donc là, on a inversé un peu le double triangle de Mayer-Bourg. On est capable d'identifier un quart des gens qui ont fait des morts subites et ils ont plus de 90% de faire un risque de mort subite. Et ici en blanc, c'est les sujets contrôle, vous voyez, qui diminuent. Voilà. Et on a très très peu de faux positifs. Et ça, c'était de 2011 à 2016. Et quand on a utilisé les algorithmes de 2011 à 2016, voilà ce qu'on a obtenu de 2016 à 2020. Complètement superposable. Et on a été capable de prédire 80% des morts subites qui sont survenues avec notre modèle de prédiction de 2011 à 2016. Donc, c'est tellement intéressant qu'on se dit « Waouh, quand même, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on a le droit de ne rien faire ?» Donc, on a été voir l'assurance maladie, on a été voir... et on leur a dit « Est-ce qu'on a le droit de rien faire maintenant qu'on est capable d'identifier ?» Alors, c'est à la fois très intéressant, mais les gens disent « Oui, mais vous êtes gentil, mais c'est une boîte noire, l'intelligence artificielle. Donc, vous dites un risque, et puis, qu'est-ce qu'on a comme preuve ?» Effectivement, c'est une très bonne raison. Donc, on a travaillé aussi, et on a fait de la prédiction individualisée. C'est-à-dire que non seulement on est capable d'identifier qui est très à risque de faire une mort subite, mais pour chaque individu, et vous voyez là, un individu, c'est un homme de 52 ans, voilà ses risques de faire une mort subite à 3 ans, 6 mois, à 3 mois, 6 mois, 1 an, et voilà son explication, parce qu'on est capable de sortir pour chaque individu quel est son risque le plus élevé, alors lui c'est de l'hypertension, quel est le risque numéro 2, quel est le risque numéro 3, qu'est-ce qui le protège ? Qu'est-ce qui est à risque? Et pour chaque individu, on a une équation personnalisée. Alors, on n'a pas encore prouvé la causalité, mais évidemment, en tant que médecin, on se dit, on n'a qu'une envie, c'est déjà de retirer ça, ça et ça.
pour faire diminuer le risque. Il faut qu'on le prouve, mais c'est extrêmement prometteur puisqu'on arrive à toucher du doigt quelque chose qui serait potentiel, qui serait de la prévention individualisée. On parle de médecine personnalisée, mais on pourrait faire de la prévention personnalisée. Donc ça, c'est très très intéressant. On est hyper excité. Moi, il y a 30 ans, 35 ans, quand j'ai commencé à travailler sur la prédiction de la mort subite, je ne pensais pas arriver à ces résultats. Mais on voulait aller plus loin. On s'est dit, si ça marche en prédiction, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder avec l'intelligence artificielle, finalement, la photographie de la mort subite? Et là, on a eu énormément de difficultés. On n'y arrivait pas. On a dit, OK, on laisse cette fois-ci les mathématiques nous décrire des groupes homogènes de patients. On n'a pris que les morts subites, on a dit, allez. Et puis, ça ne marche pas. Tout ce qu'on a fait là, c'est magnifique comme résultat, mais là, pour décrire des groupes, ça ne marchait pas. On a contacté Google, on a dit, quand vous travaillez sur des données de médecine, comment booster les modèles les plus puissants d'intelligence artificielle. Ils nous ont dit, pour le domaine de santé, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous faites une grande matrice de corrélation et vous mettez toutes les corrélations qui sont connues en médecine. L'ECG, c'est lié à la douleur thoracique, mais ce n'est pas lié à la douleur abdominale. Vous faites ça pour tout ce qui est sûr. Vous faites cette matrice et ensuite vous relancez les modèles les plus puissants avec les ordinateurs les plus puissants d'intelligence artificielle. On l'a fait et là, encore échec. On a dit, zut, on a manqué quelque chose. Oui, peut-être ce qu'on a manqué, c'est le côté cumulatif. Prendre de l'insuline une fois, ce n'est pas la même chose que prendre de l'insuline 100 fois. Donc on a refait, avec l'aspect cumulatif, on a refait la matrice de corrélation, on a reboosté nos modèles, on a relancé, et là, encore échec. Et là, je dis, ok, on n'y arrive pas, quoi. Et je vous assure que c'est vrai, il y a une stagiaire très brillante, de l'ENSA, Polytechnique, etc., qui dit, si, quand... Je dis, on abandonne, c'est pas grave, on n'y arrive pas, c'est pas la première fois qu'on se prend une tôle. Voilà. Elle dit, laissez-moi quand même, parce qu'il y a une idée quand même. Et elle a été chercher quelque chose de très intelligent, sortir du domaine médical pour aller chercher de l'analyse automatique du langage. Alors, NLP, Natural Language Processing, on dit, nous en médecine, comment on l'utilise. On fait tourner de ça sur les données de la science publique ou de n'importe quel hôpital et on repère tous les patients qui ont hyperthyroïdie. Voilà, c'est ça. Ça, on repère les dossiers, on fait sortir les dossiers puis on les analyse. C'est comme ça qu'on utilise. Mais là, c'est complètement différent. Elle a été chercher l'analyse des phrases. Et l'analyse des phrases, dans une phrase, les mots ont un sens, bien sûr, mais l'ordre des mots a un sens aussi. Et là, vous avez le premier chapitre de Notre-Dame de Paris. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même chose pour les codes médicaux. Chaque individu, on a pris en compte et on a écrit une histoire, une longue phrase, composée de tous les codes médicaux. Diagnostic, médicaments, examen. Et on a considéré la séquentialité chronologique de chaque code médical. Et en faisant ça, on a construit des trajectoires, mais une trajectoire très personnalisée, puisque vous voyez que ça prend en compte vraiment non seulement le côté quantitatif, mais aussi chronologique. Et en faisant ça, on a un réseau de neurones artificiels, on a créé une nouvelle représentation médicale, qui s'appelle de l'embedding, basée sur les codes. Et voilà les résultats qui sont magnifiques. Et moi, ça me fait jubiler parce que je n'ai jamais espéré avoir ça. Et ça va expliquer beaucoup de ce que vous avez vu ce matin ou cet après-midi. Pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas toujours à expliquer les morts subites? Tout simplement, vous avez ici le nombre de groupes qui ont été identifiés par les mathématiques. 8 groupes. OK, nous, on n'a pas touché. 8 groupes. Alors, dans les 8 groupes, il y avait des choses plus... Alors, c'est un vecteur à 100 dimensions qui a été représenté en 2 dimensions pour que ça soit visible. Plus un patient, c'est un point, est proche d'un autre, plus là, il se ressemble. Et les couleurs, c'est des groupes homogènes. Alors, il y a des groupes qu'on attendait. Le groupe orange, c'est le groupe des gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires. Ceux-là, on les a décrits toute la journée. Ils sont dedans, les coronariens, voilà, tout ça, on connaît et on est dedans. Il y a aussi un groupe au milieu qui est rouge. C'est des patients très vieux. On les a vus aussi, on les voit aussi, les patients très vieux qui font des arrêts cardiaques. Ceux-là, ils restent plus souvent à domicile, on ne les emmène pas à l'hôpital. C'est souvent des femmes parce que c'est très âgé. OK, ceux-là, on les connaît. Puis un autre groupe, relativement jeune, sans facteur de risque cardiovasculaire, c'est le vert. Donc on les attendait, c'est là-dedans que sont les morts subites. Mais vous voyez qu'il y en a 22%. C'est énorme. Donc il va falloir travailler ceux-là, justement, comment les identifier. Par contre, ce qu'on ne connaissait pas, c'est que, regardez, il y a des groupes supplémentaires. Vous avez un groupe de pneumologie en violet, un groupe de neurologie en marron, un groupe d'oncologie en rose, un groupe d'insuffisance rénale. Ça, on ne le savait pas. Ça,
on ne savait pas qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient issus d'autres facteurs de risque, avec d'autres marqueurs qui ne sont pas cardiovasculaires, et que ça représente quand même un sacré nombre de patients. Donc, et c'était ma dernière diapo avec les perspectives. En fait, on peut faire de la prédiction individuelle, on peut faire de la prévention individuelle, on pourrait faire des campagnes de dépistage en France notamment, pour avoir des économies de santé, parce que vous savez qu'on implante 15 000 défibrillateurs, là on a parlé des défibrillateurs externes, mais on implante 15 000 défibrillateurs. Il y a 40 000 morts subites, mais l'intersection, elle est que de 600. On implante 18 défibrillateurs pour qu'il y en ait un seul qui serve. Et donc, on pourrait envisager assez rapidement des campagnes de santé. Voilà mon équipe de recherche. Je vous remercie pour votre attention. Alors malheureusement, Didier Klung ne va pas pouvoir venir parce qu'il est klungé dans son lit, malade. Et j'ai demandé à Nordine Benhammer de nous donner quelques informations sur ce qu'il devait nous présenter. Et si c'est possible, s'il te plaît, Nordine, en quelques minutes. Oui. Merci et je souhaite le meilleur rétablissement à Didier. En fait, dans la suite de la présentation de Xavier Jouven, je voulais expliquer ce qu'on avait mis en place il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant, lors de la création du centre d'expertise de la mort subite à Lille. Il y avait les 2 versants, le versant prévention tertiaire, d'accompagnement, de déploiement, etc. On en a longuement parlé depuis ce matin. Et il y a la version de prévention secondaire qu'on a mis en place avec les cardiologues sur le repérage des familles à risque, malheureusement après un drame. On arrive des fois trop tard. Donc il y a toute une série de patients qui décèdent malgré la prise en charge médicale, aussi optimale soit-elle, aussi rapide soit-elle. Et parmi ces patients, on a dit ce matin, et d'ailleurs c'est les statistiques, on a 80% de causes médicales. Parmi elles, on a à peu près 75 à 80% de causes cardiovasculaires. Parmi elles, on a 70 à 75% de causes coronariennes. Et les autres, d'autres maladies cardiovasculaires, enfin d'autres maladies cardiaques, qui sont génétiques, qui sont structurelles, et pour lesquelles il y a des possibilités de recherche et d'études familiales. Alors on a mis en place ça depuis 4 ans. Ça existait déjà pour les morts subites ressuscitées, avec des patients qui n'avaient pas de diagnostic précis, où on pouvait faire une étude des causes pour le patient ressuscité, mais également pour les apparentés du premier degré. On a mis ça en place pour les patients qui décèdent malgré réanimation de 2 façons. La première, c'était quand les patients de moins de 50 ans, entre 2 et 50 ans, sont décédés malgré une prise en charge sans cause évidente. Le plus souvent, et c'est ce qui se passe dans les équipes médicales, on a essayé d'accompagner ça de façon adaptée. Il y a un obstacle médico-légal et il y a une autopsie à la recherche d'une cause médico-judiciaire. Donc on a fait un partenariat avec les cardiologues, la médecine d'urgence, les légistes et le procureur. Et on a expliqué l'intérêt que ça pouvait apporter d'avoir d'abord une autopsie avec un accompagnement des légistes pour leur demander ce qu'on cherchait, des prélèvements du cœur, une analyse du cœur, des prélèvements génétiques. Et ça nous a permis d'avoir des diagnostics de ces maladies dont parlait François Brigado tout à l'heure, que ce soit des dysplasies arythmogènes, des cardiomyopathies hypertrophiques, etc. Ça a permis de prendre en charge un grand nombre de familles depuis maintenant 4 ans. Ça représente un volume de patients pour le département du Nord d'environ entre 40 et 50 patients décédés, mais qui conduiront à la prise en charge, dans le cadre de l'étude des apparentés du premier degré, d'environ 250 à 300 personnes sur une année par nos collègues cardiologues du CHU de Lille. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de cet exposé que devait vous faire Didier Klug.